Avez-vous déjà préparé un festin avec votre âme, en utilisant votre propre histoire, votre sueur, vos nuits blanches comme ingrédients, pour finalement vous entendre dire que vous n'aviez pas le droit de vous asseoir à table? Non pas comme un simple invité, mais comme la cuisinière, la servante, la figure invisible dont la place est en coulisses, veillant à ce que les festins des autres soient parfaits. Je m'appelle Elena, j'ai 68 ans et depuis plus de 40 ans, mes mains pétrissent, assaisonnent et servent les rêves de ma fille unique, Béatrice. J'étais l'alchimiste qui transformait de simples ingrédients en célébration. Ce que j'ignorais, c'est que pour ma propre fille et sa nouvelle et illustre famille, mon plus grand talent était aussi ma plus grande honte, la preuve vivante d'une origine trop simple qui ne devait pas contaminer la pureté de la table principale. Mon grand tournant, le moment où Elena Finciona est morte pour permettre à Elena Muller de naître enfin, s'est produit sous les lustres de cristal d'une salle de bal éblouissante, au son d'un quatuor à cordes et dans les effluves du menu le plus raffiné que j'ai jamais créé. Cela s'est produit au mariage de ma fille, le mariage qui, à mon insu, était mon cadeau. L'histoire de ce cadeau a commencé 6 mois plus tôt, un samedi après-midi, lorsque Béatrice est arrivée chez moi, les yeux brillants et une bague en diamant au doigt. Rogerio me demandait en mariage. Mon cœur s'est rempli d'une joie sincère et en même temps, d'une appréhension que je ne pouvais nommer. Rogerio venait d'une lignée différente. C'était un Vasconcelos, héritier d'une chaîne de boutiques de luxe, une famille dont le nom de famille fonctionnait comme un passe-partout dans la haute société. J'ai élevé Béatrice seule. Mon mari, Arthur, un homme bon et travailleur, avait été victime d'un accident de voiture alors que notre bien n'avait que 10 ans. Je suis devenu veuf à 35 ans, avec une fille à élever et une petite rôtisserie de quartier comme seule source de revenus. Elena S. Flavor est née par nécessité, mais a grandi avec passion. Chaque tarte, chaque quiche, chaque gâteau que je vendais était une pierre à l'édifice de l'avenir de Béatrice. J'ai financé ses études dans les meilleures écoles, son diplôme en relations publiques, ses voyages d'échange. Je voulais qu'elle ait le monde que je ne voyais qu'à la télévision. Et elle y est parvenue. Elle était belle, intelligente, ambitieuse. Mais à mesure qu'elle avançait dans la vie, elle a commencé à me regarder avec une pointe de gêne. La rôtisserie qui lui avait permis d'obtenir son diplôme est devenue un petit restaurant. Mes mains, avec leurs petites cicatrices de four et de couteau, étaient quelque chose qu'elle cachait subtilement à ses nouveaux amis. Lorsqu'elle m'a présenté son projet de mariage, j'ai failli perdre le souffle. Elle ne voulait pas de fête, elle voulait un couronnement. Le lieu choisi était le Crystal Palace, la salle de bal la plus exclusive de la ville. La liste des invités était de 300 personnes. La décoration, la robe, l'orchestre, le budget, c'étaient des sommes à 6 chiffres, totalement hors de portée pour elle et Rogerio, qui, malgré son nom de famille, n'était qu'un jeune cadre dans les entreprises de son père. « Maman, c'est mon rêve », m'a-t-elle dit, les yeux remplis de larmes de désir. Mais la famille de Rogerio, sa mère, Eleonora, trouve cela exagéré. Elle a suggéré une cérémonie discrète et élégante. Mais je ne veux pas être discrète, maman. Je veux qu'il voie. Je veux qu'il voie que je peux y arriver, que j'ai ma place dans ce monde. Son appel désespéré a touché ma mère. Voir ma fille se sentir inférieure, incompétente, a ravivé l'ancienne promesse que j'avais faite au tombeau d'Arthur. À cet instant, j'ai pris la décision qui allait sceller mon destin et, ironiquement, le sien. Tu auras ton mariage de princesse, ma fille, ai-je dit. Le buffet, tout le banquet, c'est mon cadeau pour toi. Le meilleur menu, le meilleur personnel, les meilleurs ingrédients. Laissez-moi tout faire. Pendant les 6 mois qui ont suivi, je me suis plongée dans le travail comme jamais auparavant. J'ai fait de son mariage mon chef-d'œuvre. Ce n'était plus une question de travail, mais d'amour et de fierté. J'ai créé un menu unique, une fusion de saveurs classiques avec des touches brésiliennes. J'ai mobilisé mon équipe, les meilleurs chefs et serveurs que j'avais formés pendant plus de 30 ans. Pour moi, ce n'était pas seulement un événement, c'était l'incarnation de mon amour servi dans des assiettes en porcelaine. Je lui donnais le meilleur de moi-même, de la seule manière que je connaissais. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés ce soir-là. Le palais de cristal était d'une beauté irréelle. Des orchidées blanches tombaient en cascade de composition monumentale. La lumière ambrée des lustres se reflétait dans les verres en cristal. Mon personnel, en uniforme impeccable, se déplaçait dans la salle avec une efficacité silencieuse qui me remplissait de fierté. J'avais passé l'heure précédente en cuisine, vérifiant chaque détail, la cuisson du risotto, la température du vin. Maintenant que tout était sous contrôle, je me suis enfin autorisée à sortir dans la salle de bal, non pas en tant qu'hôtesse de l'hôtel. Je n'étais pas traiteur, mais la mère de la mariée.
Je portais une robe vert émeraude simple et élégante que j'avais cousue moi-même. Je me sentais belle, pleine de dignité. Mon cœur débordait d'émotion en voyant Béatrice, resplendissante dans sa robe de mariée, rire aux côtés de Rogerio. La fête était réussie. Je me suis ensuite dirigée vers la table principale, la table familiale, la plus somptueuse, dressée sur une petite estrade d'honneur. Les parents de Rogerio, les parrains et marraines, y étaient déjà installés, et il y avait 2 sièges libres, l'un à côté de Béatrice, l'autre à côté du père du marié. L'un d'eux, bien sûr, était le mien. C'est à mon approche qu'Eleonora Vasconcelos, la mère de Rogerio, s'est levée. C'était une femme grande et élancée, à l'élégance froide et tranchante. Son sourire était un chef-d'œuvre de condescendance. « Helena, ma chère, un instant, » dit-elle d'une voix veloutée, m'interpellant avant que j'arrive à la table. Son regard s'est posé sur moi. Moi, de la tête aux pieds, dans une évaluation rapide et désobligeante qui me donna l'impression d'être à nu. Je crois qu'il y a eu une légère erreur dans la disposition des places, poursuivit-elle d'une voix suffisamment basse pour que seuls les invités les plus proches l'entendent, mais suffisamment forte pour créer un silence gêné autour de nous. Cette table, dit-elle en désignant les places d'honneur, est réservée à la famille la plus proche, aux Vasconcelos, aux parrains et marraines, disons, à nos proches. C'est une question d'étiquette. Elle me regarda et son sourire s'élargit. Une lame tranchante. Une personne simple. Comment se sentir mal à l'aise ici sans avoir les mêmes conversations? Mieux vaut s'asseoir à une de ces tables plus au fond. C'est plus discret, plus approprié, non? Tu te sentiras plus à l'aise comme ça. Ces mots tombèrent sur moi comme des glaçons. Simple, déplacé, embarrassant, approprié. Chaque terme était un clou dans mon cercueil social. J'ai regardé ma fille, Béatrice, qui se tenait à 2 mètres de moi, observant la scène. Nos regards se sont croisés une seconde. Sur son visage, je n'ai lu ni indignation ni sur la défensive, mais panique et supplication. Une supplication pour que j'accepte, pour que je ne fasse pas de scène, pour que je ne gâche pas sa soirée parfaite par ma présence trop simple. Dans ce silence lâche de ma fille, l'humiliation d'Eleonora s'est multipliée par 1000. Le monde autour de moi semblait ralentir. Le son du violon, les rires, tout n'était plus qu'un bourdonnement lointain. Je n'avais pas envie de pleurer. La douleur était si vive, si profonde qu'elle transcendait les larmes. Ce que j'ai ressenti, c'était la rupture, la dernière fissure dans le barrage d'une vie d'effacement de soi. Et à travers cette fissure, une force nouvelle et terrible a commencé à se déverser, une clarté froide et perçante. Je me suis retournée vers Eleonora, son expression de triomphe poli, puis vers ma fille, qui détournait le regard, et avec le calme des damnés et des rois. « Oh, vous avez tout à fait raison, Madame Eleonora », ai-je dit d'une voix ferme, sans l'ombre d'un tremblement. C'est une question de classe, et chacun devrait prendre sa place. Un soupir de soulagement sembla parcourir le petit groupe à la table principale. Le problème était résolu. La cuisinière gênante avait compris sa place. Béatrice m'adressa un petit sourire de gratitude, un sourire qui me donna la nausée. Avec une dignité qui me surprit moi-même, je tournai le dos à la table principale. Il pensait que je me dirigeais vers le fond de la salle, vers la table des fournisseurs ou des parents éloignés, mais ce n'était pas le cas. Mes pas me portèrent, résolument déterminés, vers un homme en costume noir et discret écouteur qui se tenait près de l'entrée de la cuisine. Sergio, mon opérateur, mon bras droit, un homme qui travaillait avec moi depuis plus de 20 ans et qui me connaissait mieux que ma propre fille. Il m'a vu arriver, le regard inquiet, car il avait sûrement assisté à la scène. « Madame Helena, vous allez bien ?» a-t-il murmuré. J'ai touché son bras. Sergio, ma voix était basse, mais chargée d'une autorité qu'il a immédiatement reconnue. Code 104. Les yeux de Sergio s'écarquillèrent. Le code 104 était notre protocole d'urgence, créé pour les situations extrêmes, comme un incendie ou une bagarre massive. Il signifiait une chose, tout arrêter immédiatement. Il n'avait jamais été utilisé en 30 ans de service dans l'entreprise. Mais, mademoiselle Helena, la fête. Il hésita. La fête est finie, Sergio, dis-je, et mon expression ne laissait aucune place au doute. Il hocha la tête, compréhensif et une fureur loyale se lisait dans ses yeux. Oui, madame. Il prit aussitôt son micro-cravate. Attention à tout le personnel. Ordre du chef Helena. Code 104. Je répète, code 104. Suspendez tout service, retournez immédiatement à la base. La réaction fut instantanée et chorégraphiée.
La file de serveurs qui s'apprêtait à servir le premier plat, un plat de crevettes, s'arrêta à l'unisson. Telle une armée bien entraînée, ils firent demi-tour et retournèrent en cuisine, portant les plateaux fumants. Les barman, préparant des cocktails colorés, posèrent leurs shakers et croisèrent les bras. La musique, sur ordre de Sergio au technicien du son, s'arrêta en plein milieu d'une note. Un silence confus s'abattit sur le palais de cristal. Les 300 invités regardèrent autour d'eux, cherchant à comprendre ce qui se passait. Je vis la panique s'installer à la table d'honneur. Rogerio se leva, cherchant un responsable. Béatrice regarda la cuisine, la scène, le visage confus. Il fronça les sourcils, l'irritation commençant à fissurer sa façade de supériorité. C'est alors que je me dirigeai, d'un pas lent et posé, vers la petite scène où l'orchestre devait jouer. Le maître de cérémonie avait laissé le micro sur le podium. Je l'ai ramassé. Le métal était froid dans ma main. Le technicien du son, fidèle à moi, a allumé l'unique projecteur de la salle, le braquant directement sur moi. Soudain, moi, la femme invisible, la silhouette au fond de la salle, j'étais le seul point de lumière et d'attention dans cet univers de luxe et de confusion. J'ai regardé la foule de visages perplexes, puis mon regard a croisé celui d'Eleonora, Rogerio et Béatrice. J'ai vu la confusion sur leurs visages se transformer en horreur grandissante à mesure que la prise de conscience de ce qui allait se produire commençait à poindre. J'ai pris une grande inspiration, porté le micro à mes lèvres et laissé ma voix, celle de l'hôtesse de la soirée, emplir chaque recoin de la salle. Bonsoir à tous, ai-je commencé d'une voix claire et ferme. Je m'appelle Elena Guedes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la mère de la mariée. En tant que propriétaire et chef du Elena Buffet, le buffet que vous alliez déguster ce soir, j'aimerais vous faire une petite annonce importante concernant le menu. La salle était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler. L'expression sur le visage d'Eleonora était un chef-d'œuvre de panique. Le banquet était annulé, et le dessert, je le savais, serait amer. Mes mots, amplifiés par le micro, restèrent suspendus une seconde qui me sembla une éternité, avant de s'abattre sur la salle comme une phrase. Le silence stupéfait fut alors brisé par un chaos total. Le murmure collectif des 300 invités se transforma en une vague de bavardage incrédule. Je vis les gens se lever, les yeux tournés vers la table d'honneur, cherchant une explication qui ne viendrait pas. De mon piédestal sur la scène, j'avais une vue privilégiée sur l'épicentre du chaos. J'ai lu la fureur impuissante sur le visage de Rogerio. J'ai vu Eleonora Vasconcelos, pour la première fois de sa vie, complètement dépouillée de son sang-froid royal, son visage comme un masque d'horreur et d'humiliation publique. Et j'ai vu Béatrice, ma fille. Elle s'est effondrée sur sa chaise. Le visage dans les mains, le corps secoué de sanglots qui, je le savais, n'étaient pas de regret, mais de pur désespoir face à l'effondrement de son rêve de Cendrillon. Je n'ai pas attendu de voir la suite. Aussi calmement que j'étais monté, je suis descendu de scène. J'ai tendu le micro au technicien du son, qui m'a regardé avec un mélange d'effroi et d'admiration. « Merci, mon fils », ai-je dit, et je me suis dirigé non pas vers la sortie principale, mais vers le fond, vers mon territoire, la cuisine. En franchissant la porte battante, le bruit de la pièce s'est assourdi, remplacé par le silence tendu de mon équipe. Cuisiniers, commis, serveurs, tous étaient immobiles, me fixant du regard, attendant une commande. C'étaient mes soldats, loyaux et confus. Sergio, j'ai appelé mon comptable, qui est venu immédiatement à mes côtés. Je veux que tu organises tout. La nourriture qui n'a pas été servie sera correctement emballée et donnée à l'orphelinat Santa Rita demain matin, comme toujours. Paye un supplément pour la nuit complète à chacun. Personne ne sera perdant. Ensuite, tu pourras rentrer chez toi. Et toi, Madame Elena ? Demanda-t-il, une inquiétude sincère dans la voix. Je vais bien, Sergio. Pour la première fois depuis longtemps. Je vais bien. Il me conduisit au petit bureau que le Crystal Palace mettait toujours à la disposition du traiteur en chef. C'était une pièce impersonnelle, avec un bureau, un téléphone et une fenêtre donnant sur le jardin. Je m'assis dans le fauteuil en simili-cuir, le bruit de la fête s'estompant au loin, remplacé par le bourdonnement de la hotte aspirante de la cuisine. Et là, dans ce box stérile, le poids de ce que j'avais fait, et surtout de ce qu'on m'avait demandé de faire, s'abattit sur moi. Ce n'étaient pas des larmes de regret, c'étaient des larmes de chagrin. Le deuil de ma fille perdu bien avant cette nuit-là. Je regardais mes mains posées sur la table. Des mains de 68 ans, les articulations légèrement gonflées par l'arthrite,
la peau marquée de petites cicatrices blanches dues à de vieilles brûlures et à de fines coupures. C'étaient les mains d'une cuisinière. Elles étaient la carte de ma vie, le récit de tous mes sacrifices. Et comme dans un film, l'histoire derrière chacune de ces marques commençait à se dérouler sous mes yeux. L'histoire commença dans une cuisine beaucoup plus petite, dans une maison ouvrière, avec un homme au sourire facile nommé Arthur. Il était mécanicien, et ses mains étaient toujours grasses, mais son toucher était le plus doux du monde. Notre amour était simple et solide, comme la feijoada que je préparais le samedi. À la naissance de Béatrice, notre monde, auparavant noir et blanc, explosa en couleurs. Elle était notre chef-d'œuvre. Quand la tragédie survint, ce ne fut plus qu'un flou de métal tordu et de sirènes dans la nuit, un conducteur ivre. Arthur était parti, et avec lui, la couleur de mon monde. J'étais veuve à 35 ans, avec une fille de 10 ans au regard effrayé de son père et une petite rôtisserie de quartier qui payait à peine les factures. Cette première nuit, seule, après avoir couché bien fiévreuse, je me suis agenouillée sur le sol froid de la cuisine, l'odeur du dîner flottant encore dans l'air, et j'ai juré, je serais le mur. Béatrice ne connaîtrait pas le manque, ni les limites que la vie m'imposait. Elle aurait tout, et tout coûterait cher. Les saveurs d'Helena sont nées de cette promesse. La petite épicerie est devenue mon univers. Je me réveillais à 4 heures du matin avant le lever du soleil pour aller au marché central. Tandis que les autres femmes de mon âge rêvaient de voyages et de robes neuves, je rêvais de tomates fraîches et d'un rôti parfait. Ma vie est devenue une cruelle mathématique de coûts et de profits, où chaque centime économisé était un pas en avant dans l'éducation de Bia. Elle a grandi à cette table de cuisine, faisant ses devoirs pendant que j'épluchais des pommes de terre, le bruit du couteau sur la planche à découper étant la bande-son de son enfance. Elle voyait mon épuisement, mais je ne lui ai jamais laissé voir mon désespoir. Pour elle, j'étais une forteresse. Le premier grand sacrifice, la première fois que j'ai compris que tout pour elle nécessiterait des morceaux de moi, c'était le jour de ses 15 ans. Elle ne voulait pas d'une traditionnelle fête de débutante. Déjà passionnée de mode, elle rêvait d'un voyage à Buenos Aires avec ses 2 meilleurs amis pour se renseigner sur les tendances. C'était un rêve d'élite, nourri par les magazines qu'elle dévorait. Le coût du voyage équivalait à 3 mois de mes revenus nets. Pendant une semaine, j'ai à peine dormi, les yeux rivés sur mes feuilles de calcul, essayant d'accomplir un miracle. La solution est venue sous la forme d'un collier. Le seul bijou de valeur qu'Arthur m'avait offert, un délicat collier en or avec un petit pendentif en diamant, acheté avec les premiers bénéfices importants de son atelier des années avant notre mariage. C'était mon héritage le plus précieux. Un mardi matin, le cœur serré, je l'ai apporté à une bijouterie du centre-ville. L'homme derrière le comptoir, avec son regard d'expert, a pesé l'or, analysé la pierre et m'a proposé un prix bien inférieur à sa valeur, mais exactement ce dont j'avais besoin. Je suis sortie de la boutique, le cou nu et le cœur léger. Le soir même, j'ai remis l'argent à Béatrice. Les ventes à la rôtisserie avaient été excellentes ce mois-ci. J'ai menti en souriant. Voici ma fille. Pars en voyage. Amuse-toi bien. Tu le mérites. Son étreinte, la joie sur son visage, ont été ma consolation. Elle est partie pour Buenos Aires. Je suis restée avec la marque du fermoir du collier sur mon cou et la certitude que l'amour d'une mère était fait de ces échanges silencieux et invisibles. L'université était l'étape suivante. Elle a été transférée dans un programme de relations publiques dans une école privée très chère. Les frais de scolarité étaient un monstre qui menaçait de me dévorer chaque mois. Pour les nourrir, je devais m'agrandir. J'ai commencé à prendre des commandes, à servir de petits cocktails, à préparer des dîners de Noël et du Nouvel An pour des familles aisées. J'ai cessé d'avoir des week-ends, des vacances. Ma vie est devenue une succession interminable de listes de courses, de préparations et de livraisons. Je regardais mes amis vieillir, voyager, prendre soin d'eux, et c'était moi qui m'occupais des casseroles et des poêles. C'est à l'université que le poison de la honte a commencé à agir. Béatrice, plongée dans un monde de noms prestigieux et de voitures importées, a commencé à considérer ses origines comme une tâche. Sa mère, cuisinière, autrefois source de fierté, est devenue un secret gênant. « Maman, des amis arrivent. Pourrais-tu s'il te plaît ne pas commenter les empanadas au menu? Ils disent que tu as un service de conseil culinaire. » Elle m'a demandé un jour. La première fois que j'ai entendu le nom de Vasconcelos, c'était avec un mélange de fierté et de peur. Béatrice sortait avec le fils d'une des familles les plus traditionnelles de la ville. La rencontre avec Eleonora dans leur manoir était un interrogatoire déguisé en goûter.
Elle me posait des questions sur ma famille, mes études, ma petite entreprise. Chacune de mes réponses semblait confirmer mon incompétence. Et Béatrice, à côté de moi, restait silencieuse, recroquevillée, comme si elle s'excusait du regard pour sa mère, si simplette. La demande en mariage arriva, et avec elle, le rêve d'une fête au palais de cristal. Lorsqu'elle pleura sur mes genoux, disant que la famille de Rogerio refusait de soutenir son rêve exagéré, le vieux mur en moi se raidit. L'argent que j'avais économisé pendant 30 ans, mon fonds de retraite, l'argent qui me garantirait une retraite sans dépendre de personne, devint dans mon esprit le dernier versement de son avenir. Tu auras ton mariage, ma fille, je paierai. Les mots me sortaient de la bouche avant que la raison ne puisse les contenir. Et pendant les 6 mois qui suivirent, je devins le financier et l'administrateur de son rêve. Je signai chaque contrat à mon nom, non par méfiance, mais par habitude. J'avais toujours été celui qui gérait les finances, celui qui lisait les petits caractères. Pour moi, c'était naturel. Pour eux, c'était juste pratique. J'étais la banque, et les banques ne sont pas invitées à la table. Les banques sont assises dans le bureau, comptant l'argent. La porte du petit bureau s'ouvrit. C'était Sergio. Donna Elena, la pièce était vide. Seule la famille des mariés restait, se disputant bruyamment près de l'entrée. Un voisin a appelé la police à cause du bruit. Mon équipe a déjà tout nettoyé et rangé. On vous attend. Je me suis levée, les jambes un peu tremblantes. L'histoire m'est revenue. La fête s'était transformée en enquête policière. Merci, Sergio. Je vous laisse, je prends le relais, ai-je dit. Je suis sortie de la cuisine en traversant la salle à manger, maintenant sombre et fantomatique. L'odeur des fleurs et des mets de luxe flottait encore dans l'air, un parfum funèbre. Dans l'entrée, sous la lumière crue d'un projecteur de sécurité, la scène était pathétique. Il hurlait sur un policier, parlait d'avocat. Rogerio faisait les 100 pas, parlant au téléphone. Et Béatrice était assise sur la première marche de l'escalier de marbre, sa robe de princesse sale jusqu'au bas, pleurant convulsivement. Ni l'une ni l'autre ne m'ont vu arriver. Je me suis arrêtée à bonne distance, à l'ombre d'une colonne. Je n'éprouvais ni colère, ni pitié, j'éprouvais une profonde tristesse, celle d'un médecin confronté à un membre gangrené qu'il faut amputer pour sauver son corps. J'avais passé ma vie à cuisiner pour elle, à nourrir son corps, ses études, ses rêves. Mais ce faisant, je l'avais privée de la seule chose qui comptait vraiment, sa personnalité. Ce soir-là, je n'ai pas simplement annulé un banquet, j'ai cessé de servir. J'ai cessé de nourrir l'illusion que mon amour inconditionnel pourrait lui acheter le respect. La cuisine, j'ai compris alors, était fermée, et l'addition, pour la première fois, ne serait pas la mienne, mais la sienne. J'ai tourné le dos à ce chaos et me suis enfoncée dans la nuit. Une femme de 68 ans qui venait de quitter son seul emploi, celui de mère de Béatrice. Et pour la première fois, je ne savais pas ce que j'allais servir au petit déjeuner le lendemain. C'était une sensation terrifiante et absolument merveilleuse. La nuit du non-mariage de Béatrice ne s'est pas terminée avec mon retour dans ma maison vide. L'idée de pénétrer dans ce sanctuaire de souvenirs, où chaque porte et chaque torchon brodé racontait une histoire d'amour pour elle, était insupportable. Ma maison était le nid que j'avais construit. Cette nuit-là, je me suis sentie comme un oiseau aux ailes brisées, incapable d'y retourner. Après avoir quitté le palais de cristal, au son des sirènes de police qui approchaient, je suis montée dans un taxi. Le chauffeur, un homme à l'air las, m'a demandé « Où allez-vous, madame ?» Et pour la première fois depuis des décennies, je n'avais pas de réponse toute prête. Il n'y avait pas de colis à livrer, pas de marché à installer, pas de fille à récupérer. Il n'y avait que moi et un carrefour au milieu de la nuit. Un hôtel, dis-je d'une voix rauque. Un hôtel simple et propre près de l'aéroport, s'il vous plaît. Il me jeta un coup d'œil curieux dans le rétroviseur, mais ne posa aucune question. Le trajet se fit en silence. Je voyais les lumières de la ville défiler dans un flou, le monde poursuivant son cours, indifférent à l'implosion de ma petite galaxie. L'hôtel était exactement ce que j'avais demandé, impersonnel, fonctionnel, un non-lieu. La chambre sentait le produit d'entretien et la solitude. Dès mon entrée, la première chose que je fis fut d'enlever ma robe vert émeraude, armure de ma rébellion. Je la pliai soigneusement et la déposai sur une chaise, tel un soldat déposant les armes après la guerre. Je pris une longue douche chaude, sentant l'eau laver non seulement la fatigue de mon corps, mais aussi la crasse de l'humiliation qu'on avait tenté de m'infliger. J'enfilai la simple chemise de nuit que j'avais toujours dans mon sac.
J'alluma mon téléphone d'urgence et m'assis au bord du lit. Je pris mon téléphone. L'écran s'est allumé, affichant des dizaines de notifications. 23 appels manqués de Béatrice. 15 de Rogerio. 8 d'un numéro inconnu que je supposais être celui d'Eleonora. Des dizaines de SMS. D'un geste qui m'a semblé le plus puissant de ma vie, j'ai éteint le téléphone. Le léger clic du bouton était le son du monde qui se déposait devant ma porte. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Le puits de mes larmes s'était tari. Ce que j'ai ressenti, c'était un vide, un silence vaste et stérile, comme celui d'un champ après une tempête de neige. J'avais déraciné ma propre vie. Et maintenant, dans ce silence assourdissant, je devais décider où la replanter. À l'aube, une certitude s'était solidifiée en moi. Je ne pouvais pas retourner, ni dans la même maison, ni dans la même vie d'attente et de miettes. Faire ce que j'ai fait puis retourner à ma routine serait comme une prisonnière qui, après une évasion audacieuse, frappe à la porte de sa propre cellule, demandant à revenir. Je me suis levée, j'ai enfilé les mêmes vêtements que la veille et je suis descendue à la réception. J'ai appelé un taxi et, une demi-heure plus tard, j'étais au comptoir d'une compagnie aérienne à l'aéroport international. Un billet, s'il vous plaît, ai-je dit à la femme au sourire professionnel. Où allez-vous, madame? Ces mots sortaient de ma bouche comme s'ils appartenaient à une autre femme, une version plus courageuse de moi-même, qui avait toujours vécu cachée. À Salvador, Bahia, le prochain vol. J'avais toujours rêvé de visiter Salvador. Je rêvais de l'odeur de l'huile de palme, de la vue des églises dorées, du bruit des attentats du Pelorino. C'était un rêve que je gardais au fond de moi, toujours remis à plus tard par une excuse qui, au fond, était toujours la même. Béatrice, oh, maman, il fait trop chaud à Bahia. Maman, on n'a pas le temps cette année. Trop de commandes. Maman, c'est dangereux. La vérité, c'est que mon rêve ne cadrait pas avec sa vie. Alors que l'avion décollait, perçant les nuages gris de ce matin-là, j'ai ressenti une légèreté qui n'était pas seulement physique. J'ai regardé par le hublot et j'ai vu ma ville se rétrécir, un enchevêtrement de rues et de bâtiments, là où j'avais laissé derrière moi la femme que j'étais. Je ne fuyais pas, je volais vers moi-même. Salvador m'a accueilli d'une étreinte chaude et humide, un souffle de vie qui contrastait avec l'air raréfié de mon chagrin. Les sons, les couleurs, les odeurs, tout était intense, vibrant. J'ai hélé un taxi et demandé qu'on me conduise à une maison d'hôte du Pelorino que j'avais rapidement recherchée sur mon téléphone à l'aéroport. C'était une vieille maison coloniale, peinte d'un bleu vif, avec une cour intérieure pleine de fougères et une odeur de café et de gâteaux de manioc qui flottait de la cuisine. C'était tout le contraire. Du palais de cristal. C'était un lieu avec une âme. J'ai passé les 3 premiers jours dans une sorte de transe. J'ai arpenté les rues pavées sans but précis, me laissant guider par la ville. J'ai visité l'ascenseur Lacerda et le Mercado Modelo. Assis sur les marches d'une église baroque, j'ai observé les femmes bahianaises avec leurs turbans blancs et leurs colliers de perles colorées. J'ai dégusté un acarajé chaud et épicé acheté dans la rue, sentant sa saveur forte et authentique exploser dans ma bouche. À chaque coin de rue, dans chaque visage, dans chaque son, je ressentais une force vitale, une résilience qui faisait écho à mon propre parcours. J'étais seule, à des milliers de kilomètres de tout ce que je connaissais, et je ne m'étais jamais sentie aussi bien. Le 4e jour, j'ai décidé qu'il me fallait un peu d'histoire pour organiser mes pensées. J'ai rejoint un petit groupe pour une visite guidée à pied du centre historique. Le guide était un jeune professeur passionné et éloquent, et c'est au milieu du groupe que j'ai remarqué une femme d'environ mon âge, aux cheveux argentés coupés courts, au regard vif et au sourire intelligent, qui m'écoutait. Les explications étaient données avec une attention digne d'un simple touriste. Nos regards se sont croisés à plusieurs reprises près de l'église São Francisco. Tandis que la guide parlait de l'or qui recouvrait les murs, elle s'est approchée de moi. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» dit-elle d'une voix cultivée, avec un léger accent de São Paulo. Tant de beauté construite sur tant de douleur. C'est l'histoire de la vie, je suppose. Je répondis, et les mots sortirent avec une force qui la surprit. Je m'appelle Teresa, se présenta-t-elle en me tendant la main. Elena. Nous continuâmes à marcher côte à côte. La conversation coulait avec une aisance que je n'avais jamais connue. Teresa était une professeure d'histoire à la retraite. Elle avait voyagé seule au Brésil, un carnet à la main et une curiosité insatiable. Il y avait en elle une sérénité d'autosuffisance qui me fascinait. À la fin de la promenade, elle m'invita à déjeuner. Je connais un endroit pas loin, un peu caché, qui sert la meilleure mocca de la ville.
Pas de touristes, juste de la vraie nourriture. J'hésitai un instant, la vieille habitude de l'isolement prenant le dessus. Mais la nouvelle Elena, celle qui achetait des billets d'avion sur un coup de tête, accepta. Le restaurant était exactement comme elle l'avait décrit. Petit, simple, sentant la mer et la coriandre. Et là, entre deux bouchées de cette mokka divine, je fis quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je me suis ouvert, lui racontant ma vie, celle de Béatrice, la rôtisserie, le sacrifice, le mariage. Je lui racontai l'humiliation à la table d'honneur, le code 104, ma fuite à Salvador. Je lui racontai tout sans larmes, mais la voix étranglée par la crudité des faits. Teresa m'écouta en silence, sans m'interrompre. Son regard intelligent était fixé sur le mien, comme une historienne analysant un document rare. Quand j'eus terminé, elle posa ses couverts, s'essuya la bouche avec sa serviette et me regarda. « Ma chère Elena, commença-t-elle, d'une voix dénuée de toute pitié. Mais la force de l'acier. Ce que vous m'avez décrit n'est pas un drame familial, c'est un traité sur le colonialisme affectif. » J'étais perplexe. Du colonialisme affectif ? Oui, dit-elle, lorsqu'une personne ou un groupe se sent autorisé à explorer les ressources émotionnelles et matérielles d'un autre, le traitant non pas comme une nation souveraine, mais comme une colonie, un territoire à explorer pour son propre bénéfice, dont la culture et l'identité doivent être effacées ou civilisées pour s'adapter aux normes du colonisateur. L'analogie était si juste, si brillante, qu'elle m'a laissé sans voix. Votre fille, continua Teresa, ne voulait pas seulement son argent pour le mariage. Elle voulait son effacement. Elle avait besoin que vous, la colonie simple et travailleuse, ne ternissiez pas son image aux côtés de la métropole de Vasconcelos. Son humiliation à la table principale n'était pas un acte de malveillance occasionnelle, c'était un acte de frontière. Il délimitait le territoire, vous mettant hors des murs de la ville. Je n'y avais jamais pensé sous cet angle. La clarté de son analyse était libératrice. Et qu'avez-vous fait, Elena ? Elle se pencha. Au-dessus de la table, l'intensité dans son regard me tient. Ce n'était pas un acte de vengeance, c'était un acte de décolonisation. Vous n'avez pas annulé une fête. Vous avez déclaré votre indépendance. Vous avez refusé de rester à la source de la matière première de leur empire. Vous n'avez pas détruit le banquet. Vous avez simplement cessé de le fournir gratuitement. À ce moment, à cette table en plastique, avec l'odeur de la paume dans l'air, tous les restes de culpabilité que je pouvais me sentir complètement dissous. Je n'étais pas une mère cruelle. J'étais une nation d'une femme, se battant pour ma souveraineté. J'ai passé les jours suivants en compagnie de Teresa. Elle est devenue l'amie dont je ne savais pas qu'elle avait besoin. Nous avons descendu la plage, visité des studios d'artistes locaux, passé des heures à parler dans des cafés. Elle m'a prêté des livres, m'a raconté des histoires, et surtout, m'a entendu. Une semaine après mon arrivée à Salvador, assise sur le porche, j'ai décidé qu'il était temps. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai allumé mon téléphone portable. L'avalanche a été immédiate. 112 messages WhatsApp, 87 appels perdus, dizaines de notifications par email, la grande majorité des Béatrice. J'ai commencé à lire les messages maintenant avec la distanciation d'un historien, analysant sa propre vie. Les premiers étaient de pure fureur. Êtes-vous devenu fou ? Où es-tu ? Vous avez ruiné ma vie. Je te déteste. Ensuite, le ton a changé pour le désespoir. Mère, veuillez me rencontrer. La famille de Rogerio nous poursuit. Les journaux ont publié des notes. J'ai perdu mon emploi. Je suis seule. S'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Le dernier envoyé dans les derniers jours a été des tentatives de manipulation. Je suis malade d'inquiétude, maman. Et si quelque chose vous arrivait ? Je ne me pardonnerai jamais. Je t'aime tellement. Il n'y avait personne des 112 messages une seule phrase qui semblait être désolé pour ce que j'ai fait. Sa préoccupation n'était pas avec moi, c'était avec l'effondrement de son propre monde. Avec un calme que j'ai appris de Teresa, j'ai supprimé tous les messages sans répondre. Leur drame n'était plus à moi. C'est à ce moment-là que j'ai vu un nouveau texte arriver. C'était Béatrice. Mère, Eleonora demande l'argent de tous les présents. Le Crystal Palace nous charge avec une amende que je ne pourrai jamais payer. Ma vie est terminée et tout est de votre faute. J'ai lu le message. La vieille Elena se serait noyée dans la culpabilité. La nouvelle Elena, la nation souveraine, a juste ressenti une triste confirmation de tout ce que Teresa avait dit. J'ai montré mon téléphone portable à mon nouvel ami,
qui était assis à côté de moi en lisant un livre. Elle a lu, a pris ses lunettes et m'a regardé. Elle ne comprenait toujours pas. Sa vie n'est pas terminée. La vie fantastique qu'elle a construite sur son territoire est terminée. Ce sont des choses très différentes. J'ai hoché la tête. J'ai regardé le ciel de Salvador, qui commençait à teindre avec des nuances de rose et d'orange. J'ai tapé une réponse simple et simple à ma fille, la première et la finale de ce voyage. Les conséquences font partie de la récolte, Béatrice. Chacun de nous récolte exactement ce qu'il plante. Prenez soin de votre récolte. J'ai envoyé le message et pour la première fois de ma vie, j'ai bloqué son numéro, non pas pour la haine, mais pour la paix, afin que ma terre puisse enfin se reposer et me préparer à une nouvelle plantation. Une plantation qui serait à moi. Liberté, je découvert, a une saveur. Et ce n'est pas une saveur sucrée et facile comme un pudding au lait. C'est une saveur complexe, je suis sucré comme un bon acarajé. Il a la chatte de la douleur qui a dû traverser, le sel des larmes verses, la texture du redémarrage, et enfin, la chaleur de la paume, la substance dorée et chaude de la paix conquise. L'année qui a suivi mon arrivée à Salvador a été une fête de redécouverte de ses saveurs. La première chose que j'ai faite a été de me donner une maison, pas une forteresse, mais un nid. J'ai loué un petit appartement dans le quartier de Santo Antonio, en plus de Carmo, un endroit avec des ruans. Pierre, des demeures colorées et une brise constante qui a soufflé de la mer, chargée d'histoire. L'appartement était simple. Un salon, une chambre, une cuisine avec de vieilles tuiles et un petit balcon surplombant les toits coloniaux et un morceau de la baie de tous les Saints. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai passé des semaines à la décorer, pas avec des meubles coûteux, mais avec des pièces en balle dans les antiquités et les foires artisanales. Chaque chaise PAN, chaque vase en céramique, chaque tissu estampillé que j'ai accroché au mur, était une déclaration de mon identité, un morceau de vraie Helena, qui avait finalement de la place pour exister. Mes mains, qui pendant tant d'années ont travaillé par obligation, désormais émues par la passion. Avec l'aide de Teresa, mon ami historien, j'ai trouvé un groupe de femmes, la broderie d'histoire qui se sont réunies 2 fois par semaine pour broder et parler. Là, entre les lignes et les aiguilles, nous aurions non seulement du tissu, mais aussi de nos vies. Je leur ai parlé de Béatrice, du mariage, de mon évasion, et ils m'ont parlé de leurs propres enfants éloignés, de leurs maris perdus, de leurs rêves reportés. Nos histoires ont formé un lieu de patchwork de résilience féminine. La cuisine, mon ancien compagnon, s'est également réinventée. L'idée de cuisiner pour 300 invités m'a fait la chair de poule, mais l'idée d'enseigner, le partage, elle a réchauffé mon âme. J'ai transformé ma nouvelle cuisine en un petit laboratoire d'affection. J'ai créé les belles flots avec Elena. 1 fois par semaine, j'ai reçu un groupe d'un maximum de 6 personnes. C'étaient des touristes, des résidents locaux, des jeunes curieux. Je leur ai appris à faire un mokka, un imbécile, un acarajé. Mais plus que des recettes, j'ai partagé les histoires derrière les plats. Je parlais de ma grand-mère, de mon enfance, de la façon dont un simple braisé d'oignons et d'ail peut être le médicament le plus puissant pour l'âme. Je n'étais plus un fournisseur d'alimentation, j'étais un conteur comestible. Alors que mon monde s'est développé en cercle d'amitié et de but, l'univers que j'avais laissé. La nouvelle m'est venue par Sergio, mes fidèles, que j'ai laissé en tant que manager par intérim d'Elena Flavor dans ma ville. Il m'a appelé 1 fois par mois avec l'excuse de passer les rapports du buffet, ce qui fonctionnait toujours, mais dont le véritable but était de me permettre de me faire un espion fidèle dans le territoire ennemi. Le scandale de la non-mariage, m'a-t-il dit, avait été dévastateur, en particulier pour les Vasconcelos. L'histoire qui a divulgué dans les colonnes sociales, racontée par les serveurs et les invités indigantes, n'était pas celle d'une mariée abandonnée, mais celle d'une famille arrogante qui humiliait la mère de la mariée. La femme qui s'est découverte était payée tout au long de la fête. L'image d'Eleonora et de Rogerio, les représentants de l'élite locale, a été tachée par la pécha de la mesquinerie et de la cruauté. Ils disent « Donna Elena ». Sergio m'a dit, la voix basse et conspirante que les boutiques de Vasconcelos ont perdu plusieurs clients importants. Il semble que la haute société pardonne tout, mais d'être publiquement associée au manque de classe. L'ironie était si amère qu'elle m'a fait sourire. Le mot qu'Eleonora m'a utilisé était maintenant le timbre de son propre front. Pour Béatrice, la chute était encore plus difficile. Abandonnée par Rogerio et sa famille, qui l'ont blâmée pour la vexation, elle est devenue un paria. Les amis de la faculté, les contacts du monde de la mode, tout le monde s'est éloigné. Le travail dans la boutique de luxe, un cadeau de Rogerio, s'est évaporé.
Un de mes collègues l'a vue, Donna Elena, a déclaré Sergio, la voix teintée. Elle travaille comme sous-grint dans un grand magasin au Mall, qui vend tout. Il a dit qu'elle avait l'air fatiguée et très seule. L'image de ma fille, la princesse du Crystal Palace, organisant désormais des étagères de sous-vêtements dans un grand magasin, m'a causé une douleur physique. C'était la douleur d'une mère qui voyait son fils souffrir, mais, sous la douleur, il y avait la bonne compréhension que c'était sa récolte. Elle avait planté des vents d'arrogance et récolté la tempête de la réalité. Je ne ressentais pas de joie contre leur malheur. Ce que je ressentais était une triste confirmation que l'univers, à sa manière, est un comptable implacable. Il ferme toujours le projet de loi. La preuve que la leçon n'avait pas encore été apprise est arrivée un mardi après-midi, près d'un an après mon changement. Mon téléphone a sonné. C'était un nombre inconnu de ma vieille ville. J'ai assisté prudemment. « Maman, c'est moi, Bia. » Sa voix était un murmure fragile et en larmes. Le cœur de ma mère a fait un saut perfide, l'ancien désir de réparer, d'aider, mais la nouvelle Elena le contenait. « J'écoute, Béatrice, » j'ai répondu à la voix neutre. « Mère, tu me manques tellement. » Elle a commencé, la voix embargo par les sanglots. « Je suis tellement seule, personne ne me parle plus. Mon travail est horrible. Je vis dans un petit endroit. Je n'ai personne. Je pense juste à toi, tes genoux, ta nourriture. » C'était une performance de coupe du cœur. Et je savais avec chaque fibre de mon être, c'était juste ça, une performance. Je sais que j'ai fait une erreur, mère. J'étais un imbécile, un idiot. J'ai laissé Eleonora me faire la tête. J'étais un enfant ébloui, mais j'ai appris. Je jure que j'ai appris. Elle s'arrêta en espérant que je dise quelque chose. Je reste, la forçant à aller directement au point. Mère. Elle a poursuivi, la voix gagnant maintenant un ton urgent. J'avais une idée. Une idée de commencer à nous deux. Je pourrais y aller à Salvador. Nous pourrions assembler une branche des saveurs d'Elena. Ensuite, je gérerais, prendrais soin de tout et nous serions à nouveau ensemble. J'ai juste besoin d'une petite poussée, d'un petit investissement initial pour louer le point, pour l'équipement. Faire-vous m'aider à récupérer ma dignité? Il y avait l'ordre caché sous des couches de larmes et de faux regrets. Elle ne voulait pas de moi, je voulais ma marque, mon argent, ma capacité à travailler pour ça. Elle ne voulait pas un nouveau départ, voulait un sauvetage. J'ai pris une profonde inspiration, sentant la mer qui est entrée dans ma fenêtre. Béatrice, j'ai commencé et ma voix était douce, mais tranchante comme la lame d'un couteau. La dignité, ma fille, n'est pas achetée avec un prêt. Elle se construit jour après jour avec un travail honnête et le courage de faire face à ses propres erreurs. Il semble que vous ayez enfin l'occasion de le faire pour la première fois de votre vie. Ce serait un service de ma part de vous voler cette chance. Son cri s'est arrêté. Le silence à l'autre bout de la ligne était de pur choc. Je regrette beaucoup pour vos difficultés. J'ai continué. Vraiment. Et la porte d'une conversation, pour les conseils d'une mère, sera toujours entr'ouverte. Mais la porte de mon banc, Béatrice, a été fermée pour toujours. Vous êtes une femme de 38 ans, forte, intelligente. Je sais que tu le es. Utilisez cette force pour construire vos propres saveurs avec votre nom, avec votre sueur et quand il sera debout, je serai le premier en ligne à applaudir. Alors tu ne m'aideras pas? Sa voix était un fil, l'incrédulité teinte de colère. Je t'aide, Béatrice. Je vous donne la seule aide qui compte vraiment. La liberté de devenir propriétaire de sa propre histoire. Bien passé, ma fille. J'ai raccroché le téléphone avant qu'elle ne puisse répondre. J'ai ressenti un tremblement entre mes mains, l'écho de vieille douleur, mais pour la première fois je ne me sentais pas coupable. Je me sentais rassasiée. Cette nuit-là, j'ai eu un de mes après-midi de saveurs prévus. Le thème était la cuisine Bayan. Ma petite cuisine était pleine. Il y avait quelques architectes de Curitiba, un jeune étudiant d'échange de France, un gentleman à la retraite dans mon quartier. L'atmosphère était de pure joie. Le bruit des rires se mêlait à la respiration sifflante de l'huile de palme dans la poêle. J'étais en charge, dans mon élément, à enseigner, à expliquer, à partager. Je n'étais pas la mère de quelqu'un, l'ancienne femme de chambre de quelqu'un. J'étais le chef Elena, le gardien des saveurs, le maître de ce petit univers du bonheur. Les gens m'ont regardé avec admiration, non pas pour l'argent que j'avais, mais pour les connaissances que j'ai partagées. À la fin de la nuit,
après le départ de tout le monde, laissant derrière lui l'odeur de la bonne nourriture et des billets de Thanksgiving, je me tenais au milieu de ma cuisine. J'ai regardé les casseroles, les ingrédients, pour le gâchis heureux. J'étais fatiguée. Mais c'était une bonne fatigue, la fatigue de ceux qui travaillaient avec un but, avec joie. Il a ensuite réalisé la différence fondamentale. Depuis 40 ans, j'avais alimenté l'ego insatiable de ma fille et affamé dans le processus. Maintenant, j'enseignais à d'autres personnes à nourrir leur propre âme. Et enfin, après une vie, je m'étais nourrie. La récolte, après tout sur la vengeance ou la justice, concernait la nutrition. Et j'ai finalement été rassasiée. Il est passé des années, 240 mois, ce qui me semblait une vie de découverte. J'ai trouvé que le son de la mer le matin était plus revigorant que n'importe quel café. J'ai trouvé que mes mains, avant les outils de travail, pouvaient créer une beauté pour un pur plaisir dans la boue en céramique ou dans le tissu d'une broderie. J'ai trouvé que l'amitié dans la maturité est un refuge sûr, un lieu de rire facile et une compréhension qui n'a pas besoin d'explication. Ma vie à Salvador, une fois un acte d'évasion, était devenue ma maison, un écosystème de paix que j'ai cultivé avec le même zèle avec lequel j'ai pris mes orchidées sur le porche. Les saveurs d'Elena dans ma vieille ville ont continué à prospérer sous la direction compétente de Sergio, et ses revenus m'ont garanti une tranquillité financière qui m'a permis de vivre et pas seulement de survivre. Mes petits cours de cuisine à la maison, lors de l'après-midi de la saveur, étaient devenus un succès local, un point de rencontre pour les âmes curieuses à la recherche d'assaisonnement et d'histoire. J'étais en paix. De Béatrice. Je n'avais pas eu d'autres nouvelles depuis cet appel, depuis cette demande de sauvetage financière que j'ai refusée. Son numéro était toujours bloqué sur mon téléphone portable, non pas par colère, mais par autoprotection. Comme un jardinier qui élague les branches malades pour sauver l'arbre, j'avais coupé ce canal de communication pour sauve-moi. Jusqu'à mardi matin, le facteur m'a remis une lettre. L'enveloppe venant de ma vieille ville n'avait pas d'expéditeur, mais l'écriture du destinataire a fait donner mon cœur à donner une bosse. Ce sont les paroles de Béatrice, cette écriture soignée que je lui avais moi-même appris à dessiner dans des cahiers à doublé agenda. Je me suis assis sur mon porche, la lettre pesant dans mes mains. J'avais peur de l'ouvrir, de la peur de trouver plus d'accusations, plus de drames, plus de tentatives pour me ramener à son œil sur l'ouragan. Mais la femme que je ne faisais plus fuit dans les tempêtes. J'avais appris à danser sous la pluie. J'ai ouvert l'enveloppe. À l'intérieur, 2 feuilles de papier d'âme, écrites des 2 côtés. La lettre a commencé d'une manière qui m'a désarmée. Mère, si j'ai toujours le droit de vous appeler ainsi, j'écris cette lettre non pas demandée, mais pour le dire. J'écris parce que vous, dans votre dernière et la plus dure leçon, m'a dit que chacun devait prendre soin de sa propre récolte. Et j'avais besoin que vous sachiez, même si nous n'avons plus jamais parlé, que j'ai commencé à prendre soin des miens. La lettre continuait comme une confession longue et douloureuse. Elle a raconté comment après mon refus de l'aider, elle a frappé le bas du puits. Il a parlé de l'humiliation d'être jeté de l'appartement, de la solitude écrasante, des jours où il se nourrissait du pain et de l'eau, car la honte était trop grande pour demander à quelqu'un d'autre. À cette époque, elle a écrit « Je vous détestais de toutes mes forces. Je détestais ça pour abandonner, mais dans le silence de ma chambre louée, votre visage m'est apparu. Pas le visage de la femme qui a tourné le téléphone dans mon visage, mais le visage de sa mère fatiguée, avec de la farine dans ses cheveux, en souriant en me faisant souffler les bougies de mon 10e gâteau d'anniversaire. Salé et Candy et les ont vendus à des bureaux dans le centre-ville. Il y a eu des événements axés sur les parties pour enfants et les petites coqueries pour les entreprises. C'est petit, mère. C'est dur. Parfois, je peux à peine payer les factures, mais c'est à moi. Chaque client satisfait, chaque brigadero que je roule moi-même, est une petite victoire. C'est ma dignité. Je ne demande pas votre pardon parce que je ne le mérite pas. Je voulais juste que vous sachiez que le travail acharné qui a planté en moi et que j'ai passé toute ma vie à essayer de suffoquer avec des mauvaises herbes d'arrogance a finalement commencé à germer. Merci pour tout, même pour les leçons les plus difficiles. Avec amour, Béatrice, j'ai plié la lettre, les feuilles mouillées par mes larmes. Le mur protecteur autour de mon cœur, construit avec des briques de douleur et du ciment de résolution, est finalement tombé. Ma fille se rencontrait et le faisait seule. La semaine suivante, j'ai fait les sacs. Pour la première fois en 2 ans, j'ai acheté un billet de retour. Je ne l'ai pas prévenu. J'ai séjourné dans un hôtel et samedi après-midi, j'ai pris l'adresse de Bia Events que j'ai trouvée sur Internet. C'était un petit overlouja dans un bâtiment commercial du centre.
J'ai grimpé les escaliers et j'ai trouvé la porte ouverte. À l'intérieur de l'espace était minuscule mais organisé. Et elle était là, avec elle de retour à la porte, concentrée, conduisant des arrangements floraux dans de petits navires. Les vêtements n'étaient pas en designer. Les cheveux étaient coincés dans un chignon sans prétention. Il y avait une sérénité dans votre concentration que je n'ai jamais vue auparavant. Ils étaient beaux, dis-je. La voix douce. Elle s'est transformée en début. En me voyant, ses yeux s'écarquillèrent et elle mit sa main sur sa bouche. Nous avons l'air silencieux pendant un long moment. Mère, murmura-t-elle. Je me suis dirigée vers elle et pour la première fois depuis des années, je l'ai serrée dans ses bras. J'ai senti son corps mince et tendu se détendre dans mes bras et elle a pleuré. Un cri qui n'était pas d'auto-épité, mais de soulagement pur et absolu. J'ai lu votre lettre, dis-je, caressant vos cheveux. Je suis venue voir de mes propres yeux et je suis tellement fière de toi, ma fille, si fière. Ce jour-là, nous avons établi les nouvelles règles de notre traité de paix. Notre relation, nous avons convenu, serait celle de deux femmes adultes, qui étaient une mère et une fille, sans dépendance financière, sans accusation émotionnelle, juste le soutien, le respect et la joie de partager les petites et grandes victoires. L'année suivante a été la reconstruction. Nos appels sont devenus fréquents, pleins de nouvelles. Je vous ai parlé de mes cours, à propos de Teresa, d'un nouveau plat que j'avais créé. Elle m'a parlé de ces événements, d'un client difficile, de la joie de recevoir le premier paiement majeur. Je lui ai rendu visite quelques fois de plus et elle. Au Salvador, je l'ai emmenée à connaître mes endroits préférés. Elle a tout regardé avec un véritable intérêt, une humilité qui la rendait encore plus belle. Quand mon 70e anniversaire approchait, elle m'a appelé. « Maman, je veux te donner un cadeau, mais ce n'est pas quelque chose à acheter, c'est un projet. Me donneriez-vous l'honneur ?» Mon cadeau d'anniversaire était un événement qu'elle a organisé. Au Salvadores Hotel Room, Béatrice a promu une édition spéciale de The Talktar avec les plus importants. Gastronomie, journalistes et influenceurs numériques de la ville. Vendu, d'amour inconditionnel. Elle a transformé mes cicatrices en poésie. D'un public d'étrangers qui m'ont regardé avec respect, j'ai cuisiné et raconté mes histoires. En fin de compte, Béatrice est montée sur scène. Pendant de nombreuses années, a-t-elle dit, sa voix embargo, je pensais que le succès était d'avoir une table dans un endroit comme le Crystal Palace. Aujourd'hui, je comprends que le véritable succès est d'avoir l'honneur d'apprendre dans une cuisine d'une femme comme celle-ci. Ma mère ne m'a pas simplement appris à cuisiner. Elle m'a appris que l'ingrédient le plus important de toute recette est la vérité. Merci, mère, d'être mon premier et le plus important maître. Toute la pièce s'est levée pour applaudir et moi, au centre de cette étape, j'ai regardé ma fille et avons vu non seulement la femme qu'elle était devenue, mais la femme que je suis devenue. Deux nations souveraines, célébrant finalement un traité de paix basé sur le respect mutuel et l'amour qui, ayant été testé en feu, était devenu incassable. Aujourd'hui, à 71 ans, ma vie est pleine. Je continue à Salvador, mon paradis privé, mais maintenant je voyage fréquemment pour voir ma fille. Son entreprise a grandi, est devenue une référence dans les événements Soul dans notre vieille ville. Parfois, nous cuisinons ensemble, pas hors de obligation, mais pour la pure joie de mélanger les épices et les rires. Ce mariage qui ne s'est jamais produit n'était pas la fin d'une histoire, c'était le douloureux prologue pour le début de deux nouveaux et beaux voyages. Elle est surtout la mienne. J'ai appris que la plus grande fête que nous pouvons offrir n'est pas ce que nous servons les autres, mais la tranquillité d'esprit que nous cuisinons à feu à faible teneur en nous. Et son goût. Ah, son goût est divin. Si cette histoire touchait votre cœur, laissez votre similaire, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. À ma place, que feriez-vous? Votre message peut éclairer la journée de quelqu'un. M.